Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler ordonner au SA de faire du grabuge dans les meetings des partis adverses, et nous allons reprendre là. Donc, le 12 janvier 1922, Hitler doit témoigner au tribunal parce qu'il est accusé de coups et blessures sur la personne de Otto Ballerstedt. Donc, il semblerait que Hitler et des acolytes sont arrivés pendant que ce monsieur faisait un meeting. Ils l'ont fait tomber de la tribune, il a été roué de coups et il a été mis dehors. Donc après, nous ne savons pas précisément si vraiment Hitler a porté des coups à cette personne, mais il a été jugé coupable et il a eu 3 mois de prison, dont 2 avec sursis. Donc il fera appel pour pouvoir faire sa peine de prison en été. Donc ce sera au mois de juillet, mais nous allons y revenir par la suite. Donc ce Otto Ballerstedt, c'est l'opposant direct d'Hitler. Hitler dira de lui que c'est un orateur dangereux, et en gros c'est son équivalent. Et Otto Ballerstedt dira d'Hitler qu'il est content parce que dès que Hitler entend son nom, sa bouche se déforme et il est énervé. Donc ce Otto Ballerstedt mourra lors de la nuit des longs couteaux. Donc on ne sait pas aussi si c'est un ordre d'Hitler direct ou si c'est des membres du parti qui ont cherché à se venger. Donc le 29 et 30 janvier, le parti nazi tient son premier congrès officiel. Donc Hitler va parler de son jugement. Donc il dira « Notre mouvement ne peut être vaincu en nous enfermant. Nous savions depuis le début que les dirigeants doivent passer par la prison. C'est ainsi que notre mouvement deviendra grand. Nous allons en prison en tant que national-socialistes et ressortirons en tant que national-socialistes. » Donc, lors de son congrès, Hitler parlera aussi que c'est Munich et les gens de Munich qui financent le mouvement, et il demande aussi aux groupes extérieurs d'aider le parti. Donc, il faut savoir que le parti nazi est à Munich et il commence à avoir des groupes qui se forment un peu partout autour. Et Hitler, justement, aura l'habilitation à expulser quiconque du parti, plus de pouvoir faire fermer les unités locales qui se créent autour de Munich. Donc il a les pleins pouvoirs et c'est lui qui décide si un groupe lui plaît ou non. Donc c'est en janvier 1922 que le chancelier Wirth annonce que Walter Rathenau, un industriel juif allemand, est désormais ministre des Affaires étrangères. Donc ce monsieur dira « Je suis un Allemand d'origine juive, mon peuple est le peuple allemand, ma patrie est l'Allemagne, ma religion, cette foi germanique qui est au-dessus de toutes les religions. Je n'ai pas de sang autre que l'allemand, aucune autre tribu et aucun autre peuple. » Donc, malgré les paroles de ce monsieur, le parti nazi va le détester, mais ça nous allons y revenir par la suite. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le parti nazi, d'autres partis ne vont pas apprécier que ce monsieur soit ministre des Affaires étrangères. Donc Hitler dira de ce monsieur que c'est l'organisateur interne de la famine de l'Allemagne pendant la guerre. Il faut savoir que ce monsieur pendant la guerre, son travail c'est d'organiser tout ce qui est arrivage de matières premières, et comme il y a eu un problème avec le ravitaillement en nourriture, donc Hitler le tient responsable. Donc le 2 février 1922, Hitler rassemble 4000 personnes au Circus Krone pour justement parler de ce Walter Rathenau. Donc Hitler excite la foule crie Rathenau conchon juif, et Hitler dira lors de ce meeting « Nos jeunes filles sont séduites par les juifs et donc notre peuple est contaminé. Chaque juif qui est pris avec une fille blonde doit être suspendu. Je ne veux pas dire pendu, mais il devrait y avoir un tribunal qui condamne à mort ces juifs. » Donc là, Hitler ne cache pas ses mots, donc ça excite la foule. Comme je vous disais, Hitler surfe sur la vague du moment, donc le moment, c'est le ministre des Affaires étrangères qui prend ses fonctions, et comme il est juif, il en rajoute une couche. Donc le 18 février
le tribunal de Munich rejette l'appel d'Hitler, qui était condamné à 3 mois de prison. Donc il va quand même purger ses 1 mois ferme et il aura une mise à l'épreuve de 4 ans. Le 8 mars 1922, le Völkischer Beobachter annonce le projet de la création de la Jungsturm d'Adolf Hitler. Donc en gros, ça veut dire jeune brigade d'assaut d'Adolf Hitler. Donc c'est pas encore les jeunesses hitlériennes comme nous les connaissons, mais c'est l'embryon. Donc ça n'est pas encore créé, donc le 8 mars c'est juste un appel dans le journal qui dit « Les jeunes Allemands de moins de 17 ans, trop jeunes pour être dans la SA, qui sont profondément préoccupés par la misère et la souffrance de notre patrie, et qui veulent plus tard rejoindre les rangs de notre parti, et les combattants de la SA contre l'ennemi juif, seul créateur de la disgrâce et de la misère actuelle. Salut à tous les jeunes guerriers. » Donc c'est parce que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas intégrer la SA. Donc cette Jungsturm, c'est plus pour attirer les jeunes de 16-17 ans dans le parti pour pouvoir, en gros, faire partie de la SA indirectement. Donc le 10 mars 1922, le ministre de l'Intérieur Franz Schweitzer envisage d'expulser Hitler de la Bavière. Donc en fait, tout simplement, ils veulent le renvoyer en Autriche parce que Hitler provoque de l'agitation politique et antisémite. Et ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Donc, le 15 mars 1922, le Völkischer Beobachter parle justement de cette mesure, et il semblerait que ce soit Hitler qui l'ait écrit lui-même dans le journal. Donc, c'est écrit « Voilà donc à quoi il en est arrivé. Des centaines de milliers de juifs peuvent immigrer de Galice et répandre leur poison dans tous les journaux. Mais pour le gouvernement allemand, un homme devient immédiatement un étranger s'il est né à quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière bavaroise. Un homme qui en outre a servi et versé du sang pour la patrie allemande pendant 4 ans et demi dans les tranchées les plus avancées, qui, en tant que simple soldat, a reçu la croix de fer, première et deuxième classe, qui, en dernière analyse, a défendu les ventres de gelée qui parlent maintenant. » Donc, pour le mois d'avril, la crise économique augmente encore et Hugo Steen, le syndicat des industriels allemands, propose de privatiser les chemins de fer pour payer les réparations et le gouvernement refuse. Donc Hugo Steen suggère un rapatriement de capitaux et une ouverture de crédit en devise si le gouvernement allège les charges des grandes entreprises et renonce à sa politique sociale. Et il y a une remise en cause de la journée de 8 heures. Et les cheminots et les mineurs et les métallos se mettent en grève. Donc à partir du 15 avril, enlisement de la conférence de Gênes qui, depuis le 10 avril, réunit 29 puissances pour débattre des réparations et des problèmes économiques européens. Donc le ministre des Affaires étrangères Walter Rathenau passe un accord avec le ministre des Affaires étrangères soviétique Georgi Vassilievitch Tchitcherin, et donc il y a renonciation réciproque aux dettes et réparation de guerre, rétablissement des relations diplomatiques et économiques, et collaboration militaire. Donc en fait, les soviétiques renoncent aux réparations de guerre, les Allemands renoncent aux avoirs qu'ils avaient en Russie, et il y aura un échange entre les Allemands et les Russes en formation et fabrication d'armes. Donc il faut savoir que même avant qu'Hitler arrive au pouvoir en 1933, l'Allemagne a déjà des pilotes formés en Russie, alors que cela est interdit par le traité de Versailles. Donc c'est le 16 avril que le traité est signé, donc ça s'appelle le traité de Rapallo. Donc le 18 avril, Hitler parle du traité de Rapallo. Donc il dira l'annihilation des deux États nationaux, l'Allemagne et la Russie, a été accomplie, l'État juif est déjà établi. Donc le traité a été établi près de Gênes et Hitler justement rajoutera Gênes signifie l'esclavage continu de l'Allemagne, qui représente l'Allemagne sur Gênes. Donc le 22 avril, Hitler dira que l'Allemagne a besoin d'un dictateur, donc une personne qui décide seule. Pour schématiser, Hitler prend en exemple Frédéric le Grand, qui a pensé au bien-être du peuple prussien, donc comme quoi il voyait que c'était un grand roi, même si c'était un dictateur. Et il dira aussi que la démocratie n'est pas allemande mais juive, et que cela était mis en place pour détruire la direction aryenne. Donc c'est en avril aussi qu'Hitler écrit une lettre ouverte au comte
Lerchenfeld, donc c'est le nouveau Premier ministre bavarois, et il plaide sa cause. J'avoue que par la lettre de notre loi juive actuelle, je suis vraiment un étranger. Je pourrais faire valoir, votre seigneurie, que mon lieu de naissance est à seulement 250 mètres de la frontière bavaroise, qu'il s'agissait du territoire bavarois il y a 100 ans, et comme je l'espère, qu'il sera rendu au Reich allemand en moins de temps que cela. Le sang est plus épais que l'eau, votre seigneurie, et par le sang, je suis non seulement fier d'être un Allemand, mais encore plus fier que la fortune m'a permis de miser mon sang pour mon germanisme. À ce moment-là, cela aurait été un jeu d'enfant pour moi, votre seigneurie, de gagner la citoyenneté. J'ai négligé de le faire parce que je me suis aventuré à conserver mon espoir inébranlable dans une grande Allemagne et aussi ma conviction qu'un jour viendrait où le droit d'un Allemand de travailler avec son peuple ne serait pas jugé par des papiers et des certificats. Donc voilà pour la lettre ouverte. Donc, le 6 mai 1922, l'accord commercial germano-russe est finalisé par une signature publique. Donc alors, 10 mai 1922, Hitler prend la parole devant une foule nombreuse au Buckerbrau et le titre de la réunion s'intitule « Le soldat inconnu ». Donc Hitler dira « Nous ne voulons pas éveiller la paix, la perspicacité et l'harmonie, mais plutôt la haine. Je déteste les criminels qui ont rendu insignifiant la mort de nos héros et qui sont toujours nos leaders d'aujourd'hui. Nous voulons aussi inciter à la haine pour ceux qui ne méritent aucune pitié, ceux qui nous vendent toujours et nous trahissent, qui veulent toujours nous conduire au massacre, pas à la libération, mais à la ruine, saignée à mort. Nous voulons forger une épée de vengeance. Le juif n'est pas devenu plus pauvre, il gonfle progressivement. Et si vous n'y croyez pas, je vous demande de regarder nos stations thermales. Vous y trouverez deux types de personnes. L'Allemand, qui s'y rend pour la première fois depuis longtemps pour prendre l'air et récupérer, et le Juif, qui s'y rend pour perdre de la graisse. Et allez dans nos montagnes. Qui trouverez-vous là, dans de splendides bottes de randonnée jaunes flambant neufs, avec de jolis sacs à dos dans lesquels il n'y a généralement rien d'utile? Et pourquoi devrait-il y en avoir? Les Juifs montent à l'hôtel, généralement jusqu'à la voie ferrée, et là où s'arrête le train, ils s'arrêtent aussi. Ensuite, ils restent assis, à moins d'1 kilomètre de l'hôtel, comme des mouches autour d'un cadavre. Le comte Lerchenfeld a déclaré lors de la dernière session du Parlement que son sentiment en tant qu'être humain est chrétien, et l'empêcherait d'être un antisémite. Je dis, mon sentiment chrétien me dit que mon Seigneur et Sauveur est un guerrier. Cela attire mon attention sur l'homme qui, seul et entouré de quelques partisans, a reconnu les Juifs pour ce qu'ils étaient et appelé à une bataille contre eux, et qui, par Dieu, n'a pas été le plus grand malheur, mais le plus grand guerrier. En tant qu'être humain, j'ai le devoir de veiller à ce que l'humanité ne subisse pas le même effondrement catastrophique que cette ancienne civilisation, il y a 2000 ans. Une civilisation qui a été ruinée par les Juifs. Je suis convaincu que je suis vraiment un diable et non un chrétien, si je ne ressens pas de compassion et ne fais pas la guerre, comme le Christ l'a fait il y a 2000 ans, contre ceux qui volent et exploitent ces personnes pauvres. Il y a 2000 ans, un homme a été dénoncé de la même manière par cette race particulière qui aujourd'hui dénonce et blasphème partout. Cet homme a été traîné devant un tribunal et ils ont dit « Il excite le peuple ». Il était donc lui aussi agitateur. Donc, le texte, comme vous pouvez le comprendre, est vraiment antisémite. Donc là, Hitler se lâche. Donc il faut savoir que Hitler va parler beaucoup des Juifs au début. Donc, quand je dis au début, c'est pendant plusieurs années. D'un coup, il va complètement arrêter. Il n'y aura plus de notion, on ne va plus parler de Juifs dans ses meetings. Et ensuite, il reprendra. Et là, comme vous avez pu le comprendre, Hitler, il dit qu'il est religieux, il parle de chrétien, il parle de Dieu, et aussi, il se voit un peu comme le Messie. Donc tout ça pourquoi? Parce que le peuple allemand est un peuple croyant. Et, comme dans beaucoup de pays d'Europe à cette époque, il n'aime pas trop les Juifs. Il faut savoir que dans plusieurs pays, même quasiment la totalité des pays d'Europe, les Juifs depuis des centaines et des centaines d'années sont plutôt mal vus. Et nous allons y revenir aussi dans mon prochain sujet qui est les Juifs sous le Troisième Reich, qu'il y a une forte immigration de Juifs dans le pays. Donc les gens ne sont pas contents de cette immigration, surtout que le pays est en crise. Donc c'est un peu comme les musulmans. Les gens voient des attentats et en plus on leur dit que les frontières sont ouvertes et que beaucoup d'émigrés
à cause des guerres en Libye, Syrie, etc., viennent en masse. Et donc les gens, ils ont peur, ils sont énervés de la situation. Surtout que la situation de la France n'est pas jolie. Donc il faut vous dire que l'Allemagne nazie, c'est la même chose. Il y a des problèmes d'inflation financière et beaucoup d'émigrés viennent dans le pays. Donc Hitler joue là-dessus. Et il faut savoir aussi que les Allemands attendent un sauveur. Pas comme nous l'entendons, mais dans leurs romans fantastiques, il y a toujours une personne qui va venir, un prince, un roi, un héros, pour instaurer un empire de 1000 ans. Et Hitler va jouer tout le long de sa carrière sur ces histoires, sachant que les Allemands aiment bien ces histoires, et Hitler le sait très bien. Donc il va jouer sur ça, c'est pour ça que là, il se compare au Christ, et après il se comparera aux héros des légendes allemandes. Donc le 13 mai 1922, le Jungsturm Adolf Hitler, donc en gros la jeune brigade d'assaut d'Adolf Hitler, est officiellement créée. Donc comme je vous le disais, c'est l'embryon de la jeunesse hitlérienne. Donc le Volkitscher Beobacher dira, lors de la première réunion en parlant d'Hitler, il a décrit en des mots à couper le souffle ce qui avait rendu l'Allemagne grande. L'éducation systématique des hommes allemands à la forme physique, l'esprit de camaraderie le plus loyal, à la volonté d'obéir inconditionnellement au leader reconnu. L'orateur a conclu en appelant le Jungsturm Adolf Hitler à pratiquer l'obéissance et la discipline dans ses relations avec le Führer. Donc, c'est pareil, je ferai par la suite un hors-série sur la jeunesse hitlérienne pour mieux comprendre un peu les jeunes qui la composent et un peu ce qu'ils font de beau dans la jeunesse hitlérienne. Sachant que ce n'est pas aussi guerrier que l'on imagine. Donc, le 15 mai, l'Allemagne signe la Convention de Genève qui concède la Haute-Silésie à la Pologne. Et normalement, lors de ces traités, la partie polonaise doit respecter la minorité allemande, ce qui ne sera pas toujours le cas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.